D'abord, je suis ravie et enchantée d'être parmi vous et d'avoir été invitée à faire cette conversation avec vous, Daniel Buren, dans le cadre de votre exposition chez Xavier Yves qui s'intitule Géométrie colorée. Et j'aimerais peut-être, avant de commencer, rappeler peut-être deux, trois dates qui ont marqué votre carrière, parce que sur 50 ans, vous me permettrez d'en citer que quelques-unes, mais qui ont été des grands temps forts et qui peuvent peut-être permettre au public, ou du moins à notre auditeur ou à nos auditeurs, de, 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 de comprendre un peu comment vous avez jalonné toutes les décennies et toute la scène artistique et l'art en général depuis les années 60. Alors bien sûr, il y a 71, coup d'éclat au Guggenheim à New York avec votre œuvre qui va être retirée avant l'ouverture de l'exposition. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est plutôt des artistes qui ont demandé à ce que votre œuvre soit retirée. Donc Dan Flavin et Donald Judd, que tout le monde connaît aujourd'hui. 75, qui est peut-être le début des cabanes éclatées et dont on a peut-être aujourd'hui dans la galerie et dans votre exposition peut-être une déclinaison de ces cabanes éclatées ou une appréhension différente de ces formes. 1986 avec le Lion d'Or à Venise, mais aussi peut-être votre première œuvre dans l'espace public, que tout le monde connaît à Paris comme les colonnes Buren, et que toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, les gens jouent, se rencontrent, etc., etc., autour de ces colonnes. Et enfin, je crois que c'est une date clé, mais vous me dites si je me trompe, mais je crois que la première fois que vous utilisez un miroir, c'est en 91 au CAPC à Bordeaux, et qui est depuis intégré dans votre vocabulaire visuel au même titre que les bandes alternées ou que la couleur. Je vous interromps juste une seconde. La date n'est pas juste. C'est sans doute la plus grande masse de miroirs que j'ai utilisée. Enfin, c'était la première fois aussi important, mais la première pièce avec des miroirs, elle remonte quasiment au début de mon travail. Premièrement, j'utilisais très souvent les miroirs qui étaient dans l'espace, les espaces souvent, comment dire, de maisons ou d'appartements privés. Et très vite, je crois que la première fois, ça devait être en 72 ou 13 chez Paul Mentz. J'ai fait une pièce avec des miroirs. Et ensuite, j'y ai touché très souvent. Et effectivement, le CAPC, ça a été vraiment l'utilisation énorme et maximale d'un espace entier recouvert de miroirs. Donc, ce n'est pas complètement juste, mais ce n'est pas complètement faux non plus. Non, mais ce qui est fascinant, c'est de se rendre compte que c'est le même vocabulaire visuel que vous utilisez systématiquement, mais à chaque fois avec une syntaxe différente. Je pense aux bandes alternées, aux couleurs, aux miroirs. C'est quasiment toujours ce vocabulaire-là, ou ce matériau visuel, pour reprendre votre expression, mais à chaque fois, on l'appréhende autrement, on le comprend autrement et ça s'inscrit autrement dans l'espace. Et c'est le cas aussi à la galerie actuellement avec la présentation de votre nouvelle exposition. Comment faites-vous pour parvenir à chaque fois à transformer votre propre matériau visuel? Pour dire comment je fais, je ne pourrais pas l'expliquer. Ce que je remarque, mais qui, je crois, est très, très, très partagé, très banal, c'est que, premièrement, un travail en amène souvent un autre, d'une façon, en fait, parfois pas vraiment visible dans la forme. On peut imaginer quelque chose d'extrêmement différent, mais qui est amené par quelque chose qui a déjà été plus ou moins abordé. Et ensuite, dans la mesure où je m'attache plus que fortement à l'idée de l'espace et à l'idée du lieu dans lequel je suis, comme partie non seulement prenante de ce qui va se montrer, mais en plus comme presque inspiration même du début de quelque chose, quelles que soient les façons d'aborder l'espace en question, il est évident que la variété, on peut presque dire infinie de ces espaces, et c'est un paradoxe pour ceux qui voient mon travail depuis le début, et surtout par rapport au tout début, le paradoxe, c'est qu'avec une espèce d'outil visuel qui, lui, n'a jamais dérogé d'un millimètre, enfin, ou pas plus de 3 millimètres, sur une taille et une répétition rythmique et toujours blanc, couleur, blanc, couleur, blanc, couleur, peut être utilisé
et dire des choses extrêmement différentes selon l'espace en question, qui a permis de faire cette chose qui paraît nouvelle, qui est vaguement nouvelle, qui est parfois très différente et qui est parfois dans la suite de quelque chose. Donc on peut lire ça. Si on voit une dizaine de choses sur 10 ans, ce qui fait une par an, pas tellement d'ailleurs, on peut voir en fait certains liens. Et parfois, évidemment, je peux retravailler sur quelque chose qui a été fait il y a très longtemps parce que je vois autre chose avec. Mais on peut dire que la masse de travail qui existe est celle qui amène quelque chose, non pas en plus, mais quelque chose de différent. Et ce qui est assez fascinant par rapport à, on reviendra aussi sur la question de l'espace, mais pour en revenir aussi au titre de l'exposition, Géométrie colorée, je me suis demandé s'il n'y a pas une mathématique de l'espace dans le choix même du titre, mais aussi dans la manière dont vous appréhendez les carrés, puisque souvent c'est 3 par 9 ou 9 par 3. Certains carrés se répondent les uns aux autres. Et par extension, il y a aussi une idée de l'infini, puisqu'il y a aussi des jeux de réflexion que supposent ces jeux de miroir. Et donc, je me suis demandé s'il y avait inconsciemment ou consciemment, systématiquement dans votre œuvre, un rapport à la mathématique ou aux arithmétiques, ou même à la géométrie, et donc au titre même de votre exposition. Je cherche toujours les titres, en fait. Et très souvent, quand je le trouve, j'ai l'impression que j'aurais déjà pu le trouver il y a 20 ans et que je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est toujours un petit peu étonnant, mais c'est vrai que ça m'arrive très souvent. Alors, il y a des titres qui se ressemblent, et puis, dans la mesure du possible, j'essaye toujours d'avoir un titre un peu, sinon spécifique, en tout cas, entre guillemets, que je n'ai pas déjà utilisé. Et c'est vrai que je ne sais pas non plus exactement pourquoi, mais quand j'ai pensé que géométrie, c'était pas mal avec les choses que je voulais proposer et que j'avais préparé pour cette exposition, c'est un titre que j'aurais pu mettre sur une 50aine d'expositions que j'ai déjà faites. Et ça, on peut le... Alors, à la fois, ça paraît très spécifique. Oui, ça marche bien. Mais en même temps, on le mettrait sur, je ne sais pas, 30 expositions différentes. Ça marcherait presque aussi bien et ça ne dirait pas la même chose. Et j'aime bien les titres comme ça qui sont très ouverts, en fait, parce qu'effectivement, ce n'est pas original. Mais ça reste très ouvert. Donc là, c'est deux éléments qui sont évidents dans cette exposition. La géométrie des pièces, qui est une géométrie très simple, et la couleur qui est, elle, jamais très simple, mais qui est là, qui existe et qui est sans doute la chose la plus importante, sinon intéressante, avec l'utilisation de l'espace, avec des objets qui, eux, sont d'une certaine façon, justement, que j'appelle objets, enfin pas objets, mais travaux situés, c'est-à-dire qui vont s'adapter à un espace, mais ils ne sont pas issus de cet espace. Et ils peuvent se déplacer en suivant quelques règles, mais ils peuvent se déplacer d'une certaine façon, contrairement à presque tout ce que je fais. Qui est in situ. Qui est in situ et qui, là, généralement, ne peut pas se déplacer. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans vos bios, quelle que soit la période, c'est vie et travail in situ. Et je trouve que c'est un statement fascinant. Et aujourd'hui, quand on pense à cette question de l'in situ, on ne peut pas ne pas penser à des générations plus jeunes d'artistes qui s'inscrivent parfaitement ou dans le prolongement de ce que vous avez fait vous-même. Et là, j'ai pensé spontanément à 3 artistes qui sont quasiment de la même génération et qui ont étendu ou prolongé cette expression de in situ ou de situer. Et je pense bien sûr à Pareno avec la mise en mouvement et l'idée même de mettre en mouvement une œuvre qui est in situ, donc l'idée de l'automate. Je pense aussi à Tino Segal, qui d'ailleurs vous a invité dans une exposition à la Villa en Pin. Vous avez, je crois, réalisé un décor, puisque c'est le titre de l'exposition à Bruxelles. Et lui parle de situation. C'est assez fascinant de voir qu'en fait, vous êtes là, présent, alors qu'ils ont des formes et un vocabulaire totalement différent du vôtre, mais néanmoins, on sent la prégnance de votre œuvre dans leur travail. Et le dernier, peut-être, qui est plutôt in vivo, et je pense bien sûr à Pierre Huyghe, qui est la génération de Philippe, et qui lui aussi a dans une dynamique totalement organique, et où il y a un écosystème qui se met en place, et qui rappelle étrangement les écosystèmes que vous-même vous mettez en place entre couleurs, formes, espace.
Et on le sent aussi dans cette exposition à Bruxelles que vous avez actuellement chez Xavier Fkins, que c'est un écosystème et que c'est une dialectique où tout fonctionne un peu comme une machine et tout se met en route dès qu'il y a un spectateur ou dès qu'il y a un regard. Le miroir, en tout cas, effectivement, a cet impact à la fois visuel et immédiatement par rapport à celui qui va regarder, euh, qui à la fois construit et détruit l'exposition. C'est-à-dire, vous marchez et vous avez des choses que vous ne voyez pas, mais qui apparaissent dans les œuvres que vous regardez. Et quand ce n'est pas vous-même qui, tout à coup, vous apercevez dans l'image. Et donc, c'est finalement, comme j'ai toujours pensé, le spectateur est là faisant complètement partie de ce qui est à voir. Et là, bien sûr, évidemment, il est en même temps acteur et spectateur. Et surtout, les œuvres changent même des choses comme ça. Alors, quand c'est des travaux que j'appelle in situ, je fais toujours en sorte qu'un travail in situ, dans un lieu X, il puisse s'aborder de plein de manières différentes. Alors même des manières qu'à la limite, je ne suis pas du tout en train de contrôler, mais jamais, sauf, alors je les connais bien, celles-là, les 2 ou 3 expériences que j'ai faites qui sont absolument opposées à ça, jamais il y a un point à partir duquel il serait intéressant de voir le travail en question. Le point doit être inventé, le point, et à mon avis, c'est plutôt les points de vue, doivent être inventés par chaque personne qui vient regarder. Et donc, le travail est fait de cette possibilité. Ça veut dire aussi qu'il y a des angles qui vont intéresser certaines personnes et pas moi, et vice-versa. Mais c'est le plus ouvert possible. On entre où on veut dans un espace, on fait ce qu'on veut. Et si vous prenez la plupart des choses que vous avez pu voir, il y a toujours ça dans le travail. Alors, quand on est dans un espace clos, généralement, il y a au moins une porte pour entrer. Donc déjà, cette porte, évidemment, elle indique, même si ce n'est pas moi qui l'ai créée. Mais quand c'est un espace plus ouvert, il n'y a pas une porte, il y en a 42, il y en a 50. Et les gens, non pas pour les perdre, mais pour montrer que c'est très ouvert et que, d'une certaine façon, ils fabriquent, entre guillemets, le travail qu'ils sont en train de regarder. Tout ça, c'est pas ni écrit, ni immédiatement visible, c'est pas tellement didactique, mais je pense que c'est une opportunité de la liberté de la personne. Une fois qu'elle a mis les pieds là, et là c'est une chose où on va spécialement, plus qu'une œuvre publique qu'on traverse, qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, euh, à partir du moment où on a accepté d'aller voir, quitte à ne pas être d'accord, il y a une grande, grande liberté laissée à celui qui regarde. Le plus possible, je dirais. En fait, il n'y a jamais non plus, c'est d'ailleurs dans le même état d'esprit, il n'y a jamais, alors que je travaille sur des lieux, toujours, et que le lieu est très important, il n'y a strictement jamais, sauf de vouloir le dire pour me critiquer ou pour me faire de la peine, il n'y a jamais d'appropriation du lieu. Et même le terme investir n'est pas vraiment celui que je préfère, mais appropriation est certainement le terme que je déteste le plus. Il n'y a justement jamais aucune appropriation. C'est un emprunt au mieux. Oui, ou une dialectique, non? Vous êtes dans un dialogue, Et, et, en osmose parfois, ou en opposition. non, non, c'est juste, ça ouvre, à mon avis, justement une dialectique parce que ce n'est pas une appropriation. Oui, c'est ça. On peut dire aussi comme tout mon travail, et c'est vrai que c'est très visible même pour des choses qui sont, entre guillemets, je pense, un peu plus traditionnelles. C'est des objets et ils ont une position spécifique sur un mur. L'utilisation du miroir est très importante par rapport à cette notion-là. Le fait non seulement d'échapper, mais d'élargir le regard. Oui. Automatiquement, la façon dont c'est fait, vous voyez un tas de choses qui sont dans votre dos, par exemple. Donc ça m'a toujours beaucoup intéressé en utilisant le miroir. Et je dirais que la dernière chose qui m'intéresse dans le miroir, c'est de se voir soi-même. Mais évidemment,
peut pas non plus y échapper complètement, mais j'ai fait des travaux avec les miroirs où jamais on ne se voyait dans les miroirs et il y en avait partout. Mais quand on ne peut pas faire autrement et qu'évidemment on va se croiser soi-même devant le miroir, bon, bah, c'est un accident. C'est pas ça le but de l'utilisation du miroir. Non, Alors que dans une salle de bain, c'est plutôt fait pour ça, quoi. non, mais je crois que le miroir permet aussi et tout votre vocabulaire visuel, je pense aussi aux bandes colorées, etc., ça permet de créer des dialectiques entre vide et plein, entre axes et désaxés, entre intérieur et extérieur, entre dedans et dehors. Et c'est la force de votre œuvre qui est à la fois très ouverte et en même temps quelque part, vous orientez le regard du visiteur, ou du moins vous lui donnez une clé de lecture qui lui permet ensuite soit d'appréhender un point de vue, plusieurs points de vue, et d'avoir au fond une expérience. Parce qu'au fond, ce que vous offrez, c'est une expérience de la couleur, une expérience de l'espace, et une expérience du rapport de votre œuvre à l'espace dans lequel elle est donnée à voir. Oui. D'ailleurs, vous savez, au tout début, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais 2, 3 fois utilisé dans le titre de l'exposition, par exemple, in situ et in vivo, parce que ça se touche complètement. Mais après, je me suis dit, je ne vais pas mettre toutes les locutions latines les unes derrière les autres, donc j'en ai gardé qu'une. Et effectivement, ou le fait de marquer in situ et en mouvement. Beaucoup de travaux jouent sur le mouvement. Alors, il y a toujours le mouvement de celui qui regarde, mais le mouvement de l'œuvre par rapport à je ne sais quoi, par rapport à la nature, si c'est un peu dans la nature, ou par rapport à son déroulé. Donc, l'œuvre joue là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'in situ, pour moi, si je m'intéresse à le garder, même si il est aujourd'hui un peu, c'est le moins qu'on puisse dire, vulgarisé au sens péjoratif du terme, c'est aussi parce qu'il englobe un peu tout ça. Mm. Enfin, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est vrai que les gens que vous avez, les artistes que vous avez cités, en dehors du fait que leurs travaux m'intéressent depuis très longtemps, il y a une proximité avec des travaux, et c'est ça qui est le plus intéressant, des travaux qui sont quasiment pas superposables. Non, du tout, ouais. Mais en même temps qu'ils se répondent, c'est ça qui est fascinant. Oui, Ils peuvent se exactement. répondre. Tout à l'heure, on parlait de la villa en pain et de ce que vous aviez fait. Je voudrais, qui était le titre aussi de cette exposition, décor. La notion de décor qui est très présente aussi dans l'installation que vous avez faite à la galerie Xavier Quinte. Comment vous envisagez ou comment vous définisseriez ce terme qui, malheureusement, depuis, je crois, le 19e siècle est devenu un peu péjoratif, mais qui, au contraire, intègre, en fait, normalement, le décor intègre toujours l'espace, le lieu, joue aussi du point de vue du visiteur. Et je voulais savoir quelle serait pour vous une définition de cette expression ou de ce mot. Bah, une définition, je ne pense pas pouvoir la donner, mais j'ai souvent parlé de ça, un petit peu d'abord dans la curiosité historique du terme, et je n'ai pas envie d'en parler ici, il n'y a pas vraiment le temps de le faire, mais simplement en 2 mots, l'idée du décor est attachée aux arts visuels comme l'un des ressorts les plus importants dans toute l'histoire de l'art occidental, et certainement pas seulement occidental. Donc, ça a été une chose qui a été absolument utilisée, revendiquée, quelles que soient les formes de peinture et de sculpture, par à peu près tous les artistes jusqu'au début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle. Donc ça, c'est une chose qui est carrément inscrite, je dirais, dans toute l'histoire de l'art occidental. Et il n'y avait pas du tout de, comment dire, d'impression de partir ou de tomber de son piédestal quand on avait le même artiste qui faisait telle magnifique peinture sur son grand tableau sur son chevalet comme Velázquez et qui s'occupait de faire aussi les cérémonies pour les fêtes villageoises ou pour le roi, etc. Donc les artistes passaient de la grande peinture, si on peut dire,
à des choses qui étaient vraiment de l'ordre du décor, du décoratif, de l'éphémère. Et certaines choses ont dû être tout à fait extraordinaires d'ailleurs. Sans parler de la confection des costumes pour les gardes suisses, etc., etc., etc. Les exemples sont par milliers. Et puis, c'est devenu quelque chose de très péjoratif, presque une espèce de côté mineur, et ça a été abandonné comme une chose intéressante à peu près au moment des, si on peut dire, mais en même temps, ce serait beaucoup plus précis en étant plus long là-dessus, mais au moment des impressionnistes, on a commencé à voir que c'était l'art, l'art c'est l'art et c'est quelque chose d'autre, ça ne touche pas à ça, etc. Et moi, j'ai souvent, bon, ça faisait, c'est une blague, mais c'est une blague qui dit quand même pas mal de choses. Euh, Quand au départ, parce que petit à petit, ça s'est, comment dire, affiné à la fois dans ma tête et sur mes possibilités de réagir à ça. C'était évidemment très souvent utilisé pour mon travail, c'était toujours utilisé pour dire que c'était donc très mauvais. Et euh, pour parler sur les termes et pour parler sur ce qu'on entend par décor, par rapport à l'art qui aurait été quelque chose qui n'est pas un décor, je me souviens avoir souvent pris l'image qu'on pouvait considérer que le plus décor possible qu'on puisse imaginer, c'est une peinture, que ce soit une croûte ou un Cézanne, qu'on met sur son mur. Parce que c'est vraiment un objet qu'on traite comme on veut d'abord, et ensuite on le met sur son mur. Et pourquoi on le met sur son mur? Ben, pour essayer de décorer ou de rendre un peu plus vivant ce mur qui, a priori, ne voudrait rien dire tout seul. Bon, c'est une blague, d'accord. Mais moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et alors, pour avancer un peu dans l'histoire, il y a une chose qui est très curieuse, c'est que je peux presque dire que presque tous les grands artistes du XXe siècle, jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, ont tous parlé un jour ou l'autre, écrit et donné leurs idées sur l'idée de décor et sur le fait que ça faisait partie de leurs aspirations. Mais que comme la société avait changé, on n'offrait plus jamais à un artiste l'idée ou la possibilité de faire quelque chose qui justement se rapproche de ça. Et qu'est-ce qui se rapproche du décor? C'est aussi bien de commander une statue ou quelque chose pour l'espace public à un artiste ou des artistes, ou de faire la salle d'honneur de la mairie du 5e arrondissement, ou je ne sais quoi, qu'on connaît très bien comme ayant été quelque chose toujours donné à faire à des artistes et pas non plus les plus mauvais, bien sûr. Et beaucoup d'artistes au XXe siècle, pour ne pas dire tous, qu'on pense évidemment Mondrian, mais qu'on pense aussi à Malevich, qu'on pense à Matisse, bien sûr, mais on peut presque tous les citer comme ça en randonnion. Et ils ont rêvé de faire des choses de l'ordre du décor, de l'ordre de la vie quotidienne, de l'ordre de l'appartement, de l'ordre, mais qui ne soit plus le tableau. Et c'est un long débat qui n'est pas terminé d'ailleurs. En ce qui me concerne, je pense que le décoratif, c'est un des éléments constitutifs de l'art au sens le plus ouvert du terme, et il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. C'est comme quand la mode, moi quand j'ai commencé à travailler, la mode, entre guillemets, de la production artistique occidentale, puisque c'était là où c'était le plus, disons, le plus vivant, c'était plus ou moins l'élimination de la couleur. Mhm. Un travail sérieux ne pouvait pas avoir de couleur. Il y avait tout un tas de principes comme ça qui n'étaient pas une petite rigolade, on dit ça et puis le lendemain on fait le contraire. C'est que regardez la peinture des années 60-70 qui a été bien vue. Je ne dis pas que rien n'existait pendant ce même moment, mais dans ce qui était un peu en vedette ou commençait à devenir important, il y a une disparition de l'utilisation de la couleur. Et on sait très bien que pour ce qui a été un mouvement qu'on peut, enfin, dans lequel d'ailleurs j'ai fait en partie des incursions du début à la fin d'ailleurs, l'art conceptuel,
la couleur, c'était banni. Mhm. Moi, j'ai souvent participé à des expositions où là, j'ai montré et utilisé de la couleur de façon presque violente. Et c'était la seule chose qui n'était pas noire et blanche. Tout le reste de l'exposition, c'était entre les camaïeux beige, noir et blanc. Tout, tout, tout. Donc, ces modes-là sont des modes justement pour essayer d'échapper, entre autres, au décoratif. Ce qui est, Mhm. à mon sens, totalement absurde parce que noir et blanc, ça peut être aussi décoratif que le pire du décoratif. Ouais. Bon, on pourrait en parler longtemps, mais Ouais. j'arrête. Mais pour en revenir à la couleur et le fait que vous en parliez à l'instant, j'ai lu que vous considérez la couleur comme une pensée pure ou comme votre propre pensée pure. Euh, et les liens, bien sûr, que vous tissez avec Matisse et la place qu'a occupé Matisse dans votre espace mental en tant qu'artiste qui utilise la couleur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez toujours dans le même rapport à la couleur ou elle a pris une nouvelle dynamique depuis quelque temps? Bah, j'ai toujours, vraiment ça depuis le début, j'ai toujours pensé d'abord un peu théoriquement par rapport à ce que je voyais et connaissais, et de plus en plus pour voir comment moi je pouvais utiliser ça, ce qui est une autre paire de manches, bien sûr, que la couleur était alors l'élément bien plus encore, mais tout ça est mélangé, mais bien plus encore qu'un élément particulier comme le décoratif, l'élément presque fondamental de ce que je dirais une fois de plus, sans avoir les bons termes, des arts visuels. Si l'art visuel se distingue de n'importe quel autre art, c'est avec la couleur. C'est ce qu'il y a de plus intrinsèque à ce qui peut être donné à voir à d'autres. Et quand je dis que ce qui est intéressant, entre autres, dans la couleur, c'est pas pour parler de ma pensée à moi, c'est pour dire au contraire que la couleur est une pensée et que cette pensée, elle est tout à fait extraordinaire parce qu'elle est totalement indicible. Donc, on est là en face d'un élément, alors cet élément, il est considérable, mais d'un élément que seul quelque chose qui va l'exprimer, généralement ça va être ce qu'on peut appeler les peintres ou plutôt les peintres que les sculpteurs, mais encore ça, c'est très ouvert et ça a déjà beaucoup changé, mais vont pouvoir faire avec. Et ce qu'ils vont faire avec quand c'est pertinent et quand c'est oui, intéressant, quel que soit le type d'utilisation de ça, on est en face de quelque chose qui a cette énorme capacité que moi je trouve essentielle de ne pas pouvoir être discuter très longtemps parce que ça échappe à tout le monde. Et si on ne sent pas ça, si on ne comprend pas ça, évidemment, sur le rapport à la couleur, on ne comprend rien du tout. Mais ce que nous apportent certains artistes qui ont su travailler avec ça depuis, enfin, je ne parle pas des artistes jusqu'à la fin du 19e siècle, mais à la fin du 19e siècle, que ce soit pour des choses très, très spécifiques, la façon dont les impressionnistes ont utilisé la couleur, qui est une façon qui évidemment était extrêmement nouvelle par rapport à la façon d'utiliser la couleur précédemment. Mais quand on la voit au XXe siècle émerger par des gens, avec des gens comme aussi bien Malevich que Mondrian, on voit bien là qu'on est très proche d'un langage particulier qui est un langage en plus qu'on ne peut pas transformer avec la parole ni avec la musique. Je dirais que la seule chose qui peut se rapprocher, mais en même temps, c'est un monde différent, mais il n'est pas forcément plus explicable et plus narratif que ne peut l'être la couleur, ce serait la poésie. Mais sinon, le langage de la couleur reste un langage complètement intrinsèque qui ne peut se comprendre qu'à travers l'œil, à travers le cerveau et à travers l'impression que cette matière colorée va produire. Mais pour moi, ça reste vraiment une chose tout à fait essentielle et ça m'intéresse de travailler avec et de voir ce que ça peut proposer avec des... Bon, j'ai quelques... Évidemment, j'ai quelques idées en l'utilisant,
et j'ai surtout quelques idées sur ce qui est à peu près toujours quand on fait quelque chose, sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est à peu près tout. Après, ce qu'il faut faire, c'est… Les expériences que vous nous avez offertes jusqu'à présent témoignent que ça marche et que ça réussit parfaitement et qu'on sent très bien en tant que spectatrice ou du moins en tant que personne qui a regardé vos œuvres, combien à chaque fois c'est immersif et combien à chaque fois on se sent associé et la générosité que ça suppose puisque chaque spectateur est associé à votre œuvre et à la lecture de votre œuvre et à l'existence même de votre œuvre. Et donc je trouve ça d'une très grande générosité. Et d'ailleurs, en repensant aujourd'hui à la conversation, j'ai naturellement pensé à un livre que vous connaissez, j'imagine parfaitement, La poétique de l'espace de Bachelard. Ah oui, oui. Et en fait, c'est très drôle parce que on pourrait lire Bachelard ou regarder votre œuvre en lisant Bachelard et ça fonctionnerait parfaitement. Et je vais citer un petit… Il faut que je me remette dedans. Oui, oui. Je vais lire un petit passage qui, à mon avis, pourrait un peu pratiquement décrire l'exposition à Bruxelles, quoi, chez Xavier Yves-Quint. Pour les grands rêveurs de coins, d'angles, de trous, rien n'est vide. La dialectique du plein et du vide ne correspond qu'à deux réalités géométriques. La fonction d'habiter fait le pont entre le plein et le vide. Un être vivant emplit un refuge vide et les images, enfin, habitent. Et je trouve que c'est exactement l'expérience que vous donnez à voir actuellement à Bruxelles. Et comme je pense que vous êtes un grand rêveur d'espace, ma dernière question, ça serait de vous demander, mais de quel espace pouvez-vous encore rêver ou espérer rêver ou souhaiter aujourd'hui que vous n'avez pas encore fait? Oui. Mais c'est dû à sans doute un certain type d'activité qui, jusqu'à présent, en dehors du fait que pour l'instant, je bouge pas plus que les autres, donc c'est un grand changement dans ma vie de nomade depuis très, très, très longtemps. Donc là, il y a une interruption. Mais à ce genre de questions, et peut-être à cause justement de ce que je vais dire, j'ai tellement été sollicité, même gâté par rapport aux propositions d'exposer, parce que même si j'ai commencé en exposant là où je voulais, parce que d'ailleurs, pour la raison très simple, c'est que j'étais invité nulle part. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, je vais quand même essayer de travailler. J'ai abandonné l'atelier et j'ai trouvé que la rue, c'était très bien et j'ai travaillé pendant vraiment des années dans la rue. À partir d'un certain temps, j'ai été invité et à partir d'un temps assez proche du début, j'ai été très, très invité. Donc, j'ai vraiment pu travailler dans beaucoup de coins dans le monde, etc. Et ça m'a tellement pris et ça me prend tellement qu'en fait, je suis toujours un peu à la fois excité ou ébloui ou euh, enthousiasmé par un lieu que je ne connaissais pas, ce qui fait que j'ai pas besoin d'inventer un lieu. Et j'ai pas besoin de rêver d'un lieu qui serait euh, plus intéressant dans lequel, même des lieux, disons, alors totalement connotés dans l'art, par exemple les musées, on m'invite dans un petit trou perdu et ça me semble intéressant, ça me plaît autant que quand j'ai été invité au Guggenheim. Donc, je n'ai pas une aspiration a priori, mais plutôt un intérêt sur ce qui arrive et de la manière dont on me le présente et qu'est-ce que ça veut dire si on s'y attelle. En plus, parce que je pense que ma façon de m'exprimer, c'est de me battre un peu avec les contraintes qui, normalement, empêchent l'expression. Donc, si moi, je vais dans un endroit qui est l'idéal, je crois que ça ne m'intéressera pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Non, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était formidable. Si je peux me permettre, on a encore une question aussi de la part de notre équipe à M. Buren. En fait, c'était une question très spécifique. Pouvez-vous peut-être nous dire comment la forme pyramidale est entrée dans votre œuvre?
Enfin, c'est difficile à dire. Je crois que les premiers travaux que j'ai faits, je me suis remis à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, à voir ce qui était possible de faire directement sur le mur, mais de façon très simple, c'est-à-dire un mur et pas forcément tout l'espace d'une salle. Très vite, d'ailleurs, c'était plus un mur, mais c'était 2, puis 4, etc. Mais ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était comment cet espace qui est essentiel d'une certaine façon pouvait être traité en 3 dimensions. Donc ce mur, du coup, autant l'intérêt, en tout cas c'était ma façon de penser, et elle était partagée par plein de gens et dans l'histoire encore plus, de penser que réussir une peinture au sens même le plus nouveau et traditionnel du terme, c'est d'être le plus possible en 2 dimensions et donc dans le mur, même s'il s'agissait d'un tableau ou je ne sais quoi accroché sur ce mur. J'ai abordé la chose un peu différemment en pensant qu'il fallait aussi soit crever, soit se mettre en relief sur ce mur. D'où d'ailleurs les sous-titres que j'ai souvent mis pour ces pièces qui sont haut relief, dans la mesure où ça reprend rien, mais je veux dire qu'à la limite, si on utilisait encore les termes classiques, on pourrait dire que ce sont des hauts reliefs. Et c'est un intérêt aussi automatiquement d'avoir des travaux qui sont en 3 dimensions, qui sont complètement sur le mur et qui sont en 3 dimensions, même si c'est pas l'espace sur lequel on marche. Donc voilà, bon, ça me semble intéressant aussi parce que le fait de crever le mur à l'envers donne aussi un changement énorme sur ce qu'on regarde, simplement en marchant de gauche à droite ou de droite à gauche. Ce qui est vrai aussi si vous faites une chose sur le mur, mais à moins de faire les nymphéas de Monet, vous avez vite fait le tour d'un tableau, même grand, qui ferait 3 mètres par 2 mètres. Or là, même 3 mètres par 2, ou même les tailles que j'ai utilisées là, qui sont généralement un peu en dessous de ça, vous pouvez l'avoir de face, mais vous ne voyez pas tout. Et ça m'intéresse beaucoup. Et en marchant, on en voit une autre partie jusqu'au profil qui existe aussi. Alors moi, j'ai souvent intéressé ou joué sur le profil des tableaux parce qu'évidemment, c'est amusant parce que c'est ou le cadre, ou le châssis, où on voit que ça cache quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, etc. Là, ce qui est abordé de profil, c'est vraiment une partie du travail. Donc, on peut vraiment dire qu'il est en 3 dimensions, ce qui m'intéresse, même si ce qui peut apparaître pour d'autres, c'est que c'est une forme de peinture. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Parfaitement, oui. Parfait. Merci à très bien, au plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci.